Catherine, on l'avait vu récemment à une soirée avec Nicolas Legendre. Giovanni prêtait... On dit prête ou prêter? Parce que j'entends dire deux choses. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles, bon, on dit ce qu'on veut. Alors, Giovanni était là l'an dernier et participe au groupe Riverain. Et faut-il présenter François Laforgue? Ça, c'est une question que je vous pose. Bon, quand même une petite présentation de votre part. Donc, Catherine fait quoi dans la vie? Elle est à l'INRAE. Et non, voilà, première erreur de la journée. Non. Il y a un petit délai d'attente. Bon, attends. Il y a un truc qui est très simple. Oui, merci. Moi, j'ai une question de départ à lui poser, c'est que on a donc un système de protection vis-à-vis des pesticides que nous on estime trop faible, certes, qui a évolué, mais qui existe quand même. Et puis récemment, on a entendu parler de la suspension du plan Ecophyto. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire voler en éclats toute cette protection qui a été constituée au fil des ans? Donc, François, donc, est-ce qu'il est possible de nous parler de ces points-là, de l'évolution passée et puis de la situation actuelle? Wow, vaste programme. Ouais, c'est compliqué parce que il y a une actualité qui est un peu inquiétante, même très inquiétante, mais moins, je dirais, sur la suspension du plan Ecophyto que sur tout le reste. Mais il me paraît important d'évoquer l'évolution de la protection des agriculteurs, des riverains, de la population et de l'environnement. Et à travers ça, on va pouvoir évoquer les évolutions récentes inquiétantes. Et donc, concernant les agriculteurs, il ne faut pas seulement se limiter aux agriculteurs, mais il faut parler des salariés agricoles, des paysagistes, des jardiniers des villes, etc. etc. Et donc, quand je dis agriculteurs, je parle d'exploitants agricoles. En fait, il y a des systèmes de protection qui ont évolué. Il y a des textes qui ont été adoptés dès le début du XXe siècle, qui étaient plutôt protecteurs des travailleurs au sens large, contre toutes les poussières, quelles qu'elles soient, tous les produits, quels qu'ils soient. Et puis ensuite, concernant le monde agricole, il y a un décret de 1987 qui est venu affirmer la nécessité de protéger les utilisateurs de pesticides. Et donc on a toute une série de règles qui correspondent à peu près à ce qu'on connaît pour les autres produits toxiques et qui étaient prévus dans le Code du travail. Et donc on a étendu ça aux utilisateurs de pesticides. Et donc ça concerne les équipements de protection individuels, collectifs, les déchets, l'utilisation des déchets, la surveillance médicale des utilisateurs de pesticides, etc., etc. L'évaluation des risques, tout ça est prévu dans ce décret. Et puis concernant ces utilisateurs de pesticides, lorsqu'ils tombent malades, il y a un système de prise en charge qui est à la fois un système qui intervient tardivement puisque la maladie est survenue, et en même temps c'est également un outil non pas de protection mais de prévention, puisqu'il s'accompagne parfois d'actions contre les employeurs qui seraient négligents, et donc de sanctions, et donc ce qui favorise la prévention. Donc à travers cette prévention, on favorise la protection des utilisateurs également. Vous voyez, donc je fais un petit peu vite, on pourra revenir dessus dans le cadre du débat, mais il y a donc une protection prévue par des textes, et puis également ce système de réparation des préjudices des victimes, et qui est aussi un outil de prévention. Et puis les agriculteurs, les exploitants agricoles, les salariés agricoles sont les sentinelles. C'est-à-dire que c'est les premiers touchés par les pesticides, mais ensuite, lorsque eux ils sont touchés, c'est que nécessairement, eh bien, il y a les riverains qui vont l'être et l'environnement qui va l'être également. Et là, il y a toute une bataille qui s'est engagée pour une meilleure protection aussi des utilisateurs de pesticides à travers l'arrêté du 4 mai 2017 qu'on a attaqué, qui était un arrêté sur l'utilisation des pesticides en général et qui visait non seulement les utilisateurs, mais également les riverains, l'environnement, etc.
Et donc on l'a attaqué avec une réunion de différentes associations, syndicats, etc. sur 6 ans, puisque le premier recours a été engagé en 2017 et les dernières décisions ont été rendues en décembre 2022. On en a obtenu 5, je crois, qui ont toutes été plus ou moins favorables, mais plutôt favorables, puisqu'on a fait vraiment évoluer le système. Et dans ce groupe d'associations syndicales, il y avait donc le collectif, également Génération Future, le syndicat solidaire, et donc Eau et Rivière Bretagne, le collectif Vigilance OGM. Donc il y avait, en fait, on couvrait à travers les différents intervenants toutes les catégories concernées par l'exposition aux pesticides. Les utilisateurs, les riverains et l'environnement finalement. Et on a obtenu en 2019 une première décision du Conseil d'État qui a demandé au gouvernement « Votre arrêté ne va pas du tout, vous ne protégez pas suffisamment les utilisateurs parce que les délais de rentrée ne sont pas bons, vous ne protégez pas les cours d'eau suffisamment, vous ne tenez pas compte des événements de pluviométrie importants et vous ne protégez pas du tout les riverains. Si rien n'est prévu. » Donc ça a été une réelle avancée. Le gouvernement avait 6 mois, ils ont attendu le dernier jour pour prendre des arrêtés, des décrets, c'est-à-dire en décembre 2019, qui était ni fait ni à faire. On a refait un recours, on a obtenu une décision du Conseil d'État en 2021, en juillet 2021. Et pareil, 6 mois, en janvier 2022, nouveau décret, nouvel arrêté, qui était à nouveau insuffisant. Il y avait notamment une nécessité de traiter la question des CMR2, donc les cancérogènes mutagènes reprotoxiques, et le gouvernement n'avait rien fait sur ce sujet-là. Donc là, on a engagé à nouveau un recours, et on a obtenu gain de cause à nouveau dans le Conseil d'État en décembre 2022. Vous voyez, tout ça, ça a été une succession de recours, mais qui n'a fait que faire progresser la réglementation, mais contre la volonté du gouvernement. Il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que toutes les avancées que nous avons obtenues, nous les avons obtenues de façon contrainte. C'est par la justice, et jamais par l'initiative du gouvernement. Donc, aujourd'hui, il y a eu un système qui a été mis en place, finalement, de charte d'engagement, sauf que les chartes d'engagement devaient prévoir l'information des riverains, notamment pour les épandages, on l'a évoqué dans le cadre du groupe de travail constitué au sein du collectif, sauf que ces chartes d'engagement étaient là aussi très peu protectrices des riverains, et le système d'information est un système d'information défaillant. Donc nous avons engagé 47, je crois, d'une 50aine de recours, nous 47, mais d'autres individuellement, d'autres associations en ont engagé aussi. Donc il y a plus d'une 50aine de recours qui ont été engagés en France contre des chartes d'engagement, qui étaient prévues au niveau départemental. Et on a eu la première décision qui est tombée il y a quelques temps, qui nous a été favorable. Une série d'arrêtés qui validaient les chartes d'engagement et qui ont été retoqués par le tribunal administratif d'Orléans. Et là encore, eh bien, le gouvernement a fait appel de cette décision favorable. Donc, vous voyez qu'on doit se battre constamment, en permanence, contre, finalement, quand je dis le gouvernement, c'est le gouvernement et le lobby, l'UIPP, le bien nommé, l'Union des industries de protection des plantes, parce qu'on ne va pas parler de pesticides, devenu fétilliste, je crois. Bon, voilà, c'est ce terme qui nous fait tous bondir de produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires. On va protéger les plantes, alors que c'est ni plus ni moins des tueurs quand on parlait de biocides, le suffixe cide, et vraiment, il veut dire ce qu'il veut dire, on tue. Voilà, donc il faut l'avoir en tête. Bon, je suis un petit peu long, je termine, sur cet premier aspect de mon intervention, mais on a donc, sur le plan éco-phyto, et de façon générale, à se battre en permanence contre des régressions, parce qu'on essaye de porter atteinte à ce que nous avons obtenu précédemment, et on essaye constamment de mettre sur le marché des produits dangereux, de faire fi de ce qu'on a obtenu par ailleurs,
Et donc c'est une lutte permanente, non seulement pour obtenir des acquis nouveaux, et pour conserver les conquis, comme on l'utilise en matière de droit du travail, ce que nous avons obtenu précédemment. Et sur Ecofito, donc Ecofito, le plan Ecofito a été mis en suspension, il a été créé en 2008, l'objectif 50% de moins de pesticides à l'horizon 2020, bon, comme vous le savez, ça n'a pas du tout été atteint ni respecté, et là donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on est coincé et qu'on sait qu'on ne va pas l'atteindre, eh bien on se dit, tiens, on va faire comme pour le chômage, à une époque, on changeait les critères de comptabilisation des chômeurs. Et donc du coup, le nombre de chômeurs avait baissé. Là, c'est exactement pareil, donc on change d'indicateur. Sur Ecofito, la déclaration d'Attal en février, c'est « Ah, au fait, on va changer d'indicateur ». L'indicateur NODU, qui est un indicateur assez vertueux, je dirais, en tout cas pas trop mal, qui permet d'évaluer le plus justement possible l'utilisation des pesticides et la baisse de l'utilisation des pesticides, serait remplacé par un indicateur HIR ou HRI1 qui, lui, permet aux industriels d'utiliser encore pas mal de pesticides, c'est-à-dire que pour des raisons très techniques sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais vous pouvez trouver l'information assez facilement sur des sites, notamment sur le site de Génération Future, où il y a une vidéo qui est qui explique très bien la situation, vous pouvez comprendre très facilement que cet indicateur va permettre au gouvernement d'atteindre des objectifs bien plus tard, ou de retarder en tout cas l'atteinte des objectifs, parce que cet indicateur est beaucoup plus favorable aux industriels que précédemment. Voilà, voilà pour cette... alors sur Ecofito, on nous annonce, mais je ne crois pas que ce soit encore paru, un nouveau plan Ecofito pour début avril, mais je sais pas... La seule chose qu'on sait, c'est le projet de loi d'orientation agricole qui a été discuté en Conseil des ministres mercredi, et qui met en balance la souveraineté alimentaire versus l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement est d'intérêt général depuis 1976, et la souveraineté alimentaire deviendrait également d'intérêt général, c'est-à-dire que serait à un niveau égal de l'environnement. C'est important parce que le Conseil constitutionnel, il y a 2 ans, a pris une décision importante qui était de dire que la liberté du commerce ne pouvait prévaloir sur l'environnement. Et donc ça, c'était important parce qu'on pouvait faire prévaloir les sujets environnementaux sur la liberté du commerce et de l'industrie. Là, on est en train de revenir en arrière, c'est ce qu'on appelle la régression. C'est ce contre lequel on doit se battre. Merci. Alors on va...